Bonjour, Joëlle Dunoyer et ma collègue Christelle Schirmer. Nous sommes en direct du congrès d'Angers, le congrès spécialisé dans la médiation internationale. Et nous recevons aujourd'hui Carole Châtelain, qui est rédactrice en chef du magazine Science et Avenir, qui a sorti un livre aussi récemment, qui s'appelle Intelligence artificielle, c'est ça? Qui s'appelle Médiation, comment développer son empathie. Voilà, comment développer. Et justement, ça va nous amener à la première question, Carole. Donc, comment on développe son empathie? Un petit résumé. J'ai voulu m'intéresser à ce sujet en rapport avec les neurosciences. C'est-à-dire que j'ai voulu essayer de voir ce que les neurosciences, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent au fonctionnement de notre cerveau, avait à dire de ce sentiment, ce ressenti qu'est l'empathie et qui est au cœur du processus de la médiation. Parce que sans empathie, pas de médiation. Puisque c'est effectivement dans cette posture que doit se trouver le médiateur pour faire émerger chez les médians des possibilités de sortie de conflits. Et je me suis dit qu'avec le progrès de l'imagerie médicale et ce qu'on observe dans d'autres domaines, peut-être qu'il y avait quelque chose à en dire en allant regarder les recherches. Et effectivement, les neurosciences peuvent éclairer, alors ne peuvent pas tout expliquer des affects. Je crois qu'il faut être assez clair. Il n'est pas question de dire que les neurosciences vont expliquer le fonctionnement du cerveau humain. Concernant la médiation, ça ne peut apporter que des pistes et des éclairages pour la pratique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu des recherches de fait, alors pas directement sur la médiation, mais les recherches ont été faites dans la relation soignant-soigné. Il y a eu beaucoup de recherches dans ce domaine et qui peuvent éclairer le rapport que le médiateur a avec les médians. Et c'est là que l'on découvre que l'empathie est effectivement quelque chose de tout à fait particulier. Particulier et très humain. Et donc, si on la compare à l'intelligence artificielle, ou sans comparer même, comment on peut marier les deux? Alors, l'empathie, justement, c'est quelque chose qui va échapper à l'intelligence artificielle, puisque dans le mot intelligence artificielle, on entend intelligence, mais il faut entendre intelligence au sens plutôt raisonnement mécanique. Et l'intelligence humaine est tout sauf ça, hein. Il y a une partie de ça dans l'intelligence humaine, mais il n'y a pas que ça. Et si on veut être assez caricatural, je dirais que dans l'humain, il y a aussi l'âme, hein, non au sens religieux, mais quelque chose qui échappe à cette intelligence artificielle. Et l'empathie en fait partie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? On a coutume de dire dans la vie quotidienne, je suis empathique ou je ne suis pas assez empathique, tiens, celui-là, il est empathique. On se trompe en fait sur la signification du terme du point de vue des neurosciences. L'empathie, c'est quelque chose qui met en jeu le plus haut degré cognitif, c'est ainsi que parlent les chercheurs, chez l'humain, c'est-à-dire le plus haut degré de réflexion qu'il peut avoir, puisqu'il met en jeu dans le cerveau des zones de ce qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire les zones les plus évoluées du cerveau humain. Et c'est à distinguer de deux autres ressentis. On les confond souvent. Il ne faut pas confondre l'empathie avec la sympathie, c'est autre chose, et avec la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est quelque chose de très automatique, de très spontané. C'est vous avez un fou rire et votre voisin a le fou rire. C'est une sorte de contagion émotionnelle. Vous êtes triste et ça rend triste toute une assistance. C'est cette espèce de diffusion qu'un chercheur qui s'appelle Christophe Haag a comparé à un virus. C'est comme si vous attrapiez l'émotion de l'autre. Alors on voit ça dans les liesses populaires, hein, la Coupe du Monde, les manifestations de joie dans les rues. Quand la France gagne sa Coupe du Monde, c'est de la contagion émotionnelle. Bon, donc évidemment, le médiateur doit se garder de cette contagion émotionnelle. Et dans le cerveau, on voit l'apparition de cette contagion émotionnelle, qui est le même réseau qui est mis en œuvre dans la sympathie et l'empathie. Mais vous verrez que la sympathie et l'empathie poursuivent une progression dans les zones cérébrales que ne fait pas la contagion émotionnelle. Donc premier niveau, contagion émotionnelle. Deuxième niveau, la sympathie. Alors dans la sympathie, c'est plus électif. On n'a pas des contagions de sympathie, hein, ça n'existe pas. La sympathie, c'est la volonté de venir en aide à l'autre. Hein, il y a un lien affectif déjà. Et on veut lui venir en aide, mais on est un peu embarqué par le sentiment d'autre. C'est quand on a un ami qui dit « oulala, il y a mon ami qui vient de me quitter, je suis au 36e dessous », vous êtes là, vous dites « oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être difficile, mon Dieu, effectivement, c'est dur ». Ça, c'est de la sympathie. Donc là, vous êtes pas, le médiateur aussi doit se méfier de cette sympathie, parce que ce n'est pas les outils, quand vous êtes embarqué dans l'émotion de l'autre, ce n'est pas les outils qu'il faut pour garder la distance nécessaire. Et arrive donc l'empathie. Et l'empathie, ça demande un effort, vraiment un effort, qui passe par l'écoute attentive, par tous les outils que mettent en place les médiateurs.
Et là, à ce moment-là, on voit bien dans le cerveau l'activation de zones qui sont des zones d'autocontrôle, en gros de rétropédalage, si on veut parler. C'est-à-dire que le médiateur, parlons du médiateur, sait très bien qu'il doit garder sa place. Donc, il y a des zones de... des freins qui sont mis en place dans le cerveau, qui allument des zones spécifiques, ce qui veut dire que le médiateur sait très bien où il est. Il est bien dans le cadre de référence de l'autre, il a très bien compris ce que ressent l'autre, mais lui, il sait qu'il est à sa place. Et à ce moment-là, en gardant cette neutralité, cette lucidité, en quelque sorte, il va pouvoir venir en aide, mais de façon efficace, à autrui. Si je comprends bien, le médiateur, dans sa posture, il doit court-circuiter les neurones miroirs et les pensées automatiques. En quelque sorte, c'est un peu ça. Exactement. C'est-à-dire que la façon dont l'intelligence humaine fonctionne, il y a ce qu'on appelle les heuristiques, c'est-à-dire les automatismes. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut... Là aussi, je caricature un petit peu, mais c'est pour aider à la compréhension. Le cerveau, il est assez flemmard. C'est-à-dire que le cerveau, vous savez que c'est l'organe qui consomme le plus de glucose. Et donc, l'organisme, lui, son but, c'est de consommer le moins possible. Faire en sorte que le cerveau consomme le moins possible. Donc, de faire en sorte que le cerveau fonctionne à l'économie. Et fonctionner à l'économie, ça veut dire avoir des heuristiques de pensée. Vous avez des automatismes de pensée. Et le médiateur, il doit sortir de ces automatismes de pensée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'empathie, c'est un très haut degré cognitif. Ça demande un effort cognitif, ça demande un effort, et donc ça demande de l'énergie. Et le cerveau doit donc consommer de l'énergie, ce que le cerveau n'aime pas faire. Mais il faut sortir de ces automatismes. Ouais, justement, ça me fait penser à quelque chose, une question un peu technique, mais comment peut-on travailler, ou est-ce qu'on peut travailler son empathie ? Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, parce que super, oui, on en veut bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous empathiques, on n'a pas tous le même degré d'empathie, on le sait, il y a des gens qui sont plus ou moins empathiques ou en capacité de le faire, mais ça se travaille parce que grâce à un concept qui a révolutionné les neurosciences dans les années, il y a à peu près une vingtaine d'années, un peu plus même, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le cerveau, il était plastique, c'est-à-dire qu'il peut reconnecter des réseaux, refaire des réseaux en fonction de son expérience et de ses apprentissages. Donc, quand on s'estime pas suffisamment empathique, on peut s'entraîner à le devenir davantage. Alors ça passe par de l'expérience et de l'apprentissage, par exemple, par les activités psychocorporelles. Je prends l'exemple de la méditation. La méditation, les chercheurs ont vraiment prouvé, il y a des milliers d'études qui le montrent désormais, c'est un champ de recherche extrêmement large, que la méditation actionne dans le cerveau des zones qui activent l'attention soutenue. Et cette attention soutenue, elle est absolument nécessaire à l'empathie. C'est la fameuse écoute attentive du médiateur. C'est le recentrage sur soi. Donc, c'est très commun. Méditation, médiation. Il y a une proximité lexicale, mais il y a aussi une proximité dans les... Donc, c'est valable aussi pour le yoga. C'est valable aussi pour le sport. Quand vous faites du sport, là aussi, vous activez des zones qui sont absolument nécessaires à cette posture qui est demandée quand vous êtes en état d'essayer de comprendre ce qui se passe chez autrui. Donc voilà. Fabuleux. Alors on sait ce qu'il nous reste à faire, Christelle. Oui. Merci beaucoup, Carole Châtelain, pour ton intervention. Et nous nous retrouvons très vite. À bientôt.